si tu veux revoir ta fille vivante, pas un mot aux flics. Il n'y avait pas eu d'enlèvement à Genève depuis la fin des années 40. Il découvre des traces de sang, le lit en désordre. Frédéric Dard est à l'époque un immense écrivain. Bienvenue, vous écoutez Sur les traces du crime, le podcast dédié aux grandes affaires romandes. Un podcast dans lequel le journaliste, en charge du dossier au moment des faits, revient là où tout s'est joué et fait parler ses souvenirs. Dans notre épisode aujourd'hui, nous nous retrouvons en compagnie de Jean-Noël Queneau, chroniqueur judiciaire à la Tribune de Genève, avec qui nous allons revenir sur une affaire majeure, peut-être la grande affaire à Genève dans les années 80, à savoir le rapt de Joséphine Dard, fille de l'écrivain français Frédéric Dard. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'un auteur de romans policiers va lui-même se retrouver plongé dans un scénario qu'il aurait pu écrire. Entre l'enlèvement de la fillette, bien sûr, la demande de rançon qui s'ensuit, mais aussi un costume d'homme grenouille, l'intervention de la police, on a l'impression que tous les éléments d'un polar sont réunis. Si bien qu'on en oublierait presque dans cette affaire, c'est avant tout un drame qui se joue. Celui de l'enlèvement d'un enfant, mais aussi des 3 jours extrêmement angoissants que vont vivre ses parents. Je m'appelle Frédéric Thomasset, et je vous invite aujourd'hui à vous replonger dans cette affaire hors norme, au scénario de fiction. Jean-Noël Queneau, pouvez-vous nous dire où nous nous trouvons et nous décrire un petit peu les lieux ? Alors nous nous trouvons 7 chemin du Paradis, à Villa Le Paradou, qui n'a d'ailleurs pas changé de nom depuis le rapt de Joséphine Dard. Et nous sommes dans un de ces chemins de Vendeuvre, ces petits chemins de Vendeuvre, ombragés, superbes, très, aristocratie. Cette villa était occupée par la famille de Frédéric Dard, le grand écrivain, l'auteur notamment des San Antonio, mais de tant d'autres ouvrages d'une écriture absolument unique. Pourquoi nous trouvons-nous ici, devant la résidence Le Paradou ? Dans cette villa, au premier étage, mercredi 23 mars 1983, à 1h30 du matin, Joséphine a été enlevée par un homme que nous nommerons Le Fayard. À 1h30, donc, le dit Le Fayard voit sur le mur de la maison une échelle. Il grimpe à cette échelle, pénètre dans la chambre de la petite Dard. Là, elle est brusquement réveillée. Avant qu'elle pousse un cri, il lui plaque sur sa bouche un chiffon imbibé de chloroforme et assez maladroitement, il essayera de lui injecter du rohypnol, d'où les traces de lutte et de sang qui bouleverseront plus tard, évidemment, monsieur et madame Dard. Vers 7h du matin, donc Frédéric Dard va pour réveiller sa fille, et là, il découvre des traces de sang, le lit en désordre, et évidemment, l'absence de sa fille. Alors c'est terrible, parce qu'il pense qu'elle a peut-être été tuée, violée, évidemment, il imagine tout ça. Est-ce que très vite des indices laissent supposer que la fille aurait été enlevée ? L'écrivain remarque la présence d'un billet tapé à la machine et qui était formulé ainsi: si tu veux revoir ta fille vivante, pas un mot aux flics, prépare 2000 billets usagés de 1000 francs et on téléphonera pour t'indiquer la suite. En fait, c'est par l'intermédiaire d'un ami de la famille qui était le patron de la télévision romande, Jean Dumur, que la police est finalement avertie, les Dard ayant un peu crainte que l'appel vienne d'eux-mêmes. C'était, je crois, l'inspecteur Gremaud qui est tout de suite venu sur les lieux et qui ont pris en main l'affaire. Ils ont tranquillisé d'abord les époux Dard et ils ont tous attendu le téléphone.
je te le donne le pognon, mais rends-moi ma gosse, merde. Si tu m'as donné le pognon, je te rends. Mais je te le donne le pognon, mais prouve-moi que ma gosse est vivante d'abord. T'en fous sûrement des sentiments, mais je te le dis quand même, merde, je suis un père. Cette môme, c'est toute ma vie, me fais pas un mauvais coup avec elle. J'ai eu l'occasion, comme mes confrères journalistes, d'écouter la transcription des enregistrements téléphoniques entre le ravisseur et Frédéric Dard. J'étais frappé par son calme, alors qu'il était dans un état terrible, enfin, de désarroi absolument extraordinaire, mais il a pris sur lui-même pour essayer d'engager un dialogue. Il a établi un lien avec lui, ce qui a permis d'avoir une petite idée du profil psychologique du personnage, et en tout cas peut-être d'apaiser la situation. Ces enregistrements sont, j'imagine, pour la presse le premier lien ou le premier contact avec ce ravisseur. Comment ce personnage ressort à travers ces enregistrements? Qu'est-ce qu'on imagine de lui? Alors, on imagine plutôt un type du Sud, puisqu'il prend un accent mi-corse, mi-marseillais. On s'imagine plutôt un gars membre d'un gang, alors qu'il ne l'est pas du tout. Le Fayard est un Genevois pure souche, et même vieille souche. Il est un peu désarçonné, on sent, par, au fond, l'empathie qu'éprouve ou que semble éprouver Dard à son propos. Ce qui fait se dire que ce n'est peut-être pas le gangster professionnel que l'on avait pensé auparavant. On sait que donc, Fayard s'était rendu sur place. Dans quel cadre avait-il eu accès à la résidence Le Paradou? Le Fayard était un cinéaste raté, et il était caméraman. Il travaillait à la Pige comme caméraman pour la TV du siècle d'orientation, et aussi il faisait des piges pour la télévision romande. Et lors d'une émission qui était consacrée aux collections de tableaux de Frédéric Dard, le Fayard est venu pour faire des prises de vue. C'est à ce moment-là qu'il a pu voir la disposition des pièces, comment s'agençait le logement, la propriété et la manière dont tu pouvais sauter par-dessus cette barrière encombrée de lierre. Qu'est-ce que conseille la police? Qu'est-ce qui est décidé à la suite de ces appels? La police contrôle et se met en retrait. Elle ne veut absolument pas apparaître pour pas qu'il y ait le moindre problème et que le ravisseur, qu'on ne connaît pas du tout évidemment, passe aux actes. Entre le 23 et le 24 mars, Frédéric Dard et le ravisseur échangeront à maintes reprises par téléphone. Le ton et la teneur de ce dialogue n'évolueront guère. De toute façon, tout le monde semble d'accord, le malfrat veut ses 2 millions et Frédéric Dard est bien décidé à lui céder. Il ne reste plus qu'à fixer les modalités de l'échange. Le rendez-vous sera pris dans la nuit du 24 au 25 mars. L'écrivain doit se rendre seul, en amont du barrage de Verbois, dans la forêt, dans une ambiance tout à fait lugubre. C'est ici que nous retrouvons aujourd'hui Jean-Noël Queneau pour la deuxième étape de notre récit. Un volet dans lequel le ravisseur va une nouvelle fois faire preuve d'une extraordinaire ingéniosité. Nous nous retrouvons au bord du Rhône, sur le chemin du Moulin de Verre, donc dans la commune d'Aire-la-Ville. Le jour, c'est très sympa ici. Vous avez les Genevois qui viennent s'aérer. C'est le lieu de jeu pour les enfants. Nous sommes en été, donc c'est très agréable. Alors il faut vous imaginer une autre ambiance. Nous sommes le 25 mars. Il fait nuit. Il y a de la brume, même du brouillard. L'endroit est absolument désert. Vous êtes seul. Vous avez une rançon de 2 millions dans un sac bien emballé. Comment avez-vous eu connaissance de ces lieux ou de la scène qui s'est jouée ce soir-là? Alors, nous avons pu nous en rendre compte, nous, les chroniqueurs judiciaires, en novembre 1984, lors du procès de Le Fayard. C'est à cette occasion que nous avons participé à un transport sur place, bien encadré par la police, et avec le prévenu et Frédéric Dard, qui était également présent. Et
Nous avons pu bien nous pénétrer de cette ambiance parce que, même c'était en novembre, les conditions étaient relativement similaires à celles qu'avait connues Frédéric Dard. Il y a du brouillard, c'est la nuit, il fait à peu près la même température qu'au mois de mars, et c'est, je vous l'assure, tout à fait lugubre. Au cours de cette reconstitution, et selon aussi les propos que vous a rapporté M. Dard à l'époque, est-ce que vous pouvez nous narrer la scène qui se joue le soir de l'échange? Vendredi 25 mars 1983, il est 2h58 du matin lorsque le ravisseur téléphone à Frédéric Dard à la villa Paradou pour lui dire qu'il va remettre sa fille en échange des 2 millions et il lui indique une marche à suivre qui est très compliquée parce qu'il va un peu promener Frédéric Dard de cabine téléphonique en cabine téléphonique jusqu'à finalement le lieu final qui est le chemin du Moulin de Verre à Aire-la-Ville. J'aimerais vous dire, ça fait quand même une drôle d'impression parce que vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Hein, de s'enfoncer dans un bois, mais vraiment dans un endroit perdu, à 4 h du matin, avec 2 millions de francs suisses dans un sac. Vraiment, mais j'avais aucune crainte parce que une seule chose me portait, c'était ma fille. Alors, on lui explique qu'il y aura une voiture et puis qu'il y aura une petite nacelle. Dans cette nacelle, il déposera les 2 millions. Donc Frédéric Dard, toujours avec son précieux réticule, chemine donc nuitamment, évidemment, sur le chemin du Moulin de Verre. Et là, donc, il aperçoit une voiture et le Fayard actionne à distance l'éclairage pour faire un appel de code. À l'époque, ce genre de procédé qui est courant maintenant ne l'était pas tant que ça. Donc il a fallu quand même se mettre à bricoler. Mais vous verrez que le Fayard est un très grand bricoleur. Alors, il a fabriqué une espèce de nacelle qui fixait à un rétroviseur de la voiture, une sorte de petit téléphérique qu'il actionne jusqu'au contrebas vers le Rhône, dans lequel se trouve le Fayard qui a revêtu sa combinaison d'homme-grenouille. Il laisse passer un moment, lorsqu'il sait que Dard s'en est allé, il entend le bruit de sa voiture, il actionne le petit téléphérique qui descend du chemin du Moulin de Verre jusqu'au bord du Rhône en contrebas. Là, il prend ces 2 millions, il les installe bien à l'abri dans sa combinaison et il descend le long du Rhône jusqu'à Gency. Et là, il va s'évanouir ensuite dans la nature. Frédéric Dard, à ce moment-là, a-t-il encore beaucoup d'inquiétudes par rapport à sa fille? Est-il convaincu que sa fille est en lieu sûr? Quel est son état d'esprit? Alors, il regagne d'abord Vendeuvre, à la villa du Chemin du Paradis. Et là, à 4h35, le Fayard lui téléphone pour la dernière fois pour lui indiquer la caravane dans laquelle il avait laissé Joséphine. Alors, l'écrivain se précipite dans sa voiture, parvient à localiser non sans peine la caravane, il ouvre la porte, et là, c'est les vides. Donc c'est un moment terrible pour Frédéric Dard, qui voit le sol se dérober sous ses pas. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Joséphine s'est échappée toute seule. Alors, évidemment, Frédéric Dard croit qu'elle a été tuée et que l'autre, ne voulant pas laisser de traces, a pris sa rançon. En fait, non. Elle s'est échappée toute seule. La fillette errait dans les environs d'Aire-la-Ville. Elle a été prise en charge par un automobiliste qui l'a confiée au patron d'un café à Russin. Tout de suite, elle a décliné son identité et donc les patrons du bistrot ont immédiatement appelé les Dard et au petit matin, ils ont pu prendre enfin en charge leur fille. Quelques heures après la découverte de la fille, quel est l'état d'esprit du couple Dard? Quelles sont les premières réactions? C'est un soulagement extraordinaire. Alors, il y a chez Frédéric Dard une grande fatigue parce qu'il a passé la nuit que vous imaginez, mais tout ça est sublimé par finalement cet heureux dénouement. Il est au comble de la joie et sa femme aussi. Il m'a pris les économies de 20 ans, vous voyez, et je n'arrive pas à lui en vouloir parce qu'il m'a rendu ce qu'il m'avait volé. Et il aurait pu ne pas le faire. Vous allez dire que j'ai un drôle de raisonnement,
Mais je suis tellement heureux d'avoir retrouvé ma fille. C'est un tel, n'appelons pas ça du bonheur, c'est l'univers qui recommence, qui continue. Nous avons été mis au courant assez rapidement, le vendredi 25 mars 1983, de la découverte de la petite et de l'heureuse conclusion de cette affaire. C'est mon collègue Luc Mathilde qui était accouru ici au Paradou pour faire les premières interviews de Frédéric Dard et de sa femme. Lorsque nous sommes au courant, le ravisseur court toujours. Toute la presse européenne et même des États-Unis viennent à Genève. On parle beaucoup de cette affaire à la télévision, dans les radios. Peu auparavant avait eu lieu le rap de Graziella Ortiz, qui avait défrayé la chronique elle aussi, parce qu'il s'agissait quand même d'une héritière du roi de l'Étain. Mais auparavant, il n'y avait pas eu d'enlèvement à Genève depuis la fin des années 40. Et rapidement, la police a le bon tuyau. Elle a le bon tuyau dans des circonstances qui sont vraiment incroyables. Un couple de Chennebourg a eu son attention attirée par un drôle de type qui téléphonait dans une cabine publique donc de Chennebourg, affublé d'un masque de François Mitterrand. Il relève le numéro de plaque. Le Fayard a commis l'erreur de ne pas voler une voiture, donc il est identifié le 30 mars. Là, je reçois un tuyau très tôt le matin. Je tagnasse. Le juge d'instruction tremblait. Et puis après, il me lâche, écoutez, oui, si vous allez du côté de Vincy, je pense que vous apprendrez pas mal de choses. Cette fois-ci, je fonce à Vincy, où le Fayard a été arrêté. Il a été arrêté à 4h du matin, ils sont venus le prendre, et il s'est réussi à s'échapper par les toits dans le petit village de Vincy, qui est donc sur la côte, dans la région de Mont-sur-Rôle, et il est allé se réfugier dans le port de Rôle, et là il est arrêté près de son voilier. Qu'en est-il de la rançon ? A-t-elle été retrouvée ? Intégralement. L'arrestation de Le Fayard met fin au cauchemar qu'était en train de vivre la famille Dard. La fillette est retrouvée saine et sauve, et l'écrivain semble animé par une volonté de rapidement tourner la page. Mais avant de reprendre le cours de leur vie, les Dard devront en passer par la case procès. Le rendez-vous est pris pour novembre 1984, à Genève, où se pressent les médias du monde entier. Et bien sûr, la confrontation entre le ravisseur et l'écrivain est sous le feu des projecteurs. Jean-Noël Queneau se souvient. Le procès se déroule à la cour d'assises du palais de justice du Bourg-de-Four à Genève en novembre 1984. Alors, les acteurs principaux, c'est évidemment Le Fayard, ses avocats, qui sont des jeunes avocats à l'époque, maître Dominique Varluzel et Christian Zinstag. À la partie civile, il y a déjà un avocat qui est très réputé, qui est Marc Bonan. Et au parquet, c'est le substitut Louis Pella qui soutient l'accusation. Et les débats sont très très bien présidés par un grand juge, le président Kempf, que l'on surnomme le cardinal, car il met une certaine onctuosité dans ses rapports entre les différentes parties d'un procès. Le Fayard lui arrive, évidemment les mains libres sur le banc des accusés. Après la lecture de l'acte d'accusation, l'une des premières déclarations qu'il entend, l'une des premières sensations qu'il reçoit, c'est celle de la déclaration de Frédéric Dard devant les jurés. Il explique en des termes émouvants sa souffrance, ce qu'il a enduré avec sa femme. Il le dit en termes simples, clairs, émouvants, mais sans pathos, sans en rajouter. C'est un homme qui a souffert pour sa tard venue, puisque Joséphine Dard est sa dernière enfant, qu'il a eu déjà une 50aine d'années. Il n'accable pas le Fayard, mais il le place en face de ses responsabilités. En deux mots, voilà ce que tu as fait. Il n'y avait aucune once de haine dans ses propos. Comment l'accusé, Le Fayard, réagit-il à cette prise de position très digne de Frédéric Dard ? Alors,
Évidemment, il regarde attentivement ses souliers, il a la tête baissée, on le sent accablé, d'autant plus accablé peut-être par cette bonté qui émane de Frédéric Dard. Est-ce que lui-même s'explique, prend position plus tard dans ce procès ? C'était vraiment un Arsène Lupin moderne, le Fayard. Pendant 10 ans, il a pu voler des objets d'art un peu partout, dans les lieux les plus réputés, les châteaux, les musées, etc. Et au fond, il y a eu un certain sentiment d'impunité. Dans toutes les explications de Le Fayard, il y a un goût d'étrange. On ne sait pas comment ce type est devenu d'abord un Arsène Lupin alors que rien ne l'y prédisposait. Pourquoi il en est venu à enlever Joséphine d'Arc. Il y a bien sûr une part de cupidité, bien entendu, de l'argent facilement gagné, peut-être à réinvestir dans un film, dans un de ces films qu'il rêvait de faire. On le devine en tout cas. Mais il y a aussi chez Le Fayard une confusion entre le rêve et la réalité. Le verdict sera rendu par la cour d'assises le 8 novembre 1984. La reconnaissance de culpabilité est acquise sans grand problème. Reste à déterminer la quotité de la peine. Et là, au sortir de cette délibération sur la peine, le président regarde bien Le Fayard dans les yeux et lui dit « Monsieur Le Fayard, ayez du courage ». Et la peine tombe, c'est 18 ans de réclusion. Le Fayard sera en prison un détenu modèle. Il était déjà croyant, là il sera vraiment très croyant. Il a pris vraiment la mesure de sa culpabilité, ça j'en suis certain. J'ai une lettre notamment de lui. Et il a participé notamment à la réforme des pénitenciers en Suisse. Il s'est beaucoup engagé socialement pour aider les détenus qui en avaient besoin, ce qui bien qu'il a eu une réduction assez forte de peine due à une grâce partielle octroyée par le Grand Conseil genevois, ce qui fait qu'il est sorti au bout de 10 ans. Lorsque la nouvelle de la sortie de Le Fayard a été connue, c'est ma collègue Laurence Neff qui est allée voir Frédéric Dard et qui lui a posé cette question en disant « Mais quel est votre sentiment ?» Et il lui a dit ceci, que Dieu le garde, mais qu'il nous oublie comme nous essayons de l'oublier.